148 cas en République démocratique du Congo, 1 112 000 dans le monde, dans 181 pays précisément. C'est par ce bilan que nous vous saluons. Vous le savez, mesdames et messieurs, le monde est toujours buté à ce fléau qu'est le Covid-19. Et avec Élisée Boumba, qui est analyste politique, nous allons, comme à l'accoutumée, décortiquer le temps fort de l'actualité, vraiment qui est toujours centré sur le coronavirus, parce que, vous le savez, cette maladie n'est pas encore vaincue. Nous, nos bateaux, nous sommes encore en plein dedans. Très heureuse donc d'être avec vous ce dimanche. Bonsoir, Élisée Boumba. Bonsoir, Paulette. Comment allez-vous? Nous avons respecté le 1 mètre d'écart. Vraiment, ça ira. C'est vrai que on passe des temps très difficiles. On ne peut pas dire que ça va, parce que la République est à genoux pour le moment. Et espérons vraiment que Dieu fera grâce pour que ce fléau soit... Je sais que vous êtes un fervent chrétien, mais je vais commencer par là. Il y a aujourd'hui beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophétesses, des prophètes qui se lèvent dans les réseaux sociaux, dans la télévision, pour nous dire que Dieu avait déjà prévenu par rapport à ce coronavirus. Moi, j'ai suivi personnellement un pasteur camerounais qui avait dit que le mois de mars 2020, il y aura une épidémie et tout ça. Et il y a même une prophétesse congolaise que j'ai suivie ce matin qui prédit vraiment presque l'apocalypse. En tant que fervent chrétien, est-ce que c'est une punition de Dieu ou Dieu avait déjà averti par rapport à ce coronavirus? En fait, merci beaucoup Paulette pour cette question. Il y a plusieurs angles qu'on peut prendre dans cette façon de voir des hommes de Dieu de la RDC. Il y a certains qui pensent que c'est un, comme vous avez dit, c'est une malédiction qui avait déjà été prévue depuis toujours. Ils s'appuient sur la prophétie de Nostradamus, mais il y a d'autres qui disent que c'est Dieu qui le fait. Moi, dans tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Jésus revient bientôt. Il y a des choses, il y a des signes qui ne trompent pas. Madame, il y a des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser, le monde va à sa fin. Vous allez voir, je ne suis pas contre, mais je suis très déçu quand même. Aujourd'hui, vous avez des fléaux comme vous avez le lesbianisme qui prend de l'ampleur. Vous avez l'homosexualité en général qui prend de l'ampleur. Le LGBTQ. Merci. Voilà, vous avez aujourd'hui le monde qui va très très vite. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et je crois que le Seigneur siège dans l'assemblée des esprits. Dieu siège au milieu de l'assemblée des esprits, c'est lui le maître de tous les esprits. Vous allez vous rappeler dans la Bible l'histoire de Akab lorsqu'il pose la question à tous les esprits, qui peut descendre et aller détruire Akab? La Bible dit que l'esprit de mensonge se leva et dit, moi Seigneur j'irai. Et Dieu lui donne la parole pour dire, comment tu feras? Il a commencé à expliquer, je descendrai dans la bouche des fils des prophètes et je donnerai une fausse prophétie à ce dernier pour qu'il aille tomber sur le champ de bataille. Moi aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, ce que nous assistons à pas seulement une colère de Dieu, mais nous assistons aussi à un réveil qui va frapper la République démocratique du Congo. Le Seigneur est en train d'interpeller ses fils. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants, les vrais fils de Dieu. Vous verrez que pendant cette période, il y aura deux catégories de personnes. C'est la même histoire avec l'Égypte qui se répète. Il y aura de ceux qui seront touchés. Mais réellement, ceux qui seront touchés de cette maladie, ça sera ceux qui n'auront pas le signe de l'agneau sur la porte. Ça, c'est une parenthèse, on y reviendra. C'est vrai que cette maladie, on le voit aujourd'hui sur tous les angles, nous allons le décortiquer. Il y a l'angle spirituel, l'angle économique, l'angle politique. Il y en a même qui disent que 60 ans après l'indépendance, le coronavirus nous a presque giflé, nous a démontré notre échec sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, et je crois que vous êtes le petit-fils d'un des pionniers de l'indépendance, Yvan Champion. Est-ce que, si vous le voyez aujourd'hui, vous allez dire que ils ont échoué? Est-ce qu'on a acquis l'indépendance un peu tôt? Vous avez demandé l'indépendance en 1960 un peu tôt. Je pense que l'idée n'était pas mauvaise. Et ils avaient, en parlant de feu mon grand-père Yvan Kimpiob Nina Fedinkenkun, en parlant avec lui, je comprenais l'idée qu'ils avaient à l'époque. Les pères de l'indépendance voulaient en fait ils voulaient être libres. Leur problème, c'est qu'ils étaient sous l'emprise d'une force coloniale. Alors, le problème, l'idée était bonne, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était trop tôt. C'était trop tôt. Parce que déjà, si l'idée avait eu un très bel encadrement, aujourd'hui le Congo serait vraiment cet éléphant qui est debout. Aujourd'hui, nous sommes un petit téléphoto, je ne sais pas si ça se dit, qui se met à peine debout. Et ça, je peux dire que c'est à cause de nos pères. Parce que les pères n'ont pas
n'ont pas planifié l'avenir des fils. Ils n'ont pas laissé un héritage conséquent. Maintenant, nous n'allons pas continuer à jeter des pierres sur à les accuser tout le temps. On ne va pas continuer à les accuser. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Est-ce que les générations futures nous accuseront aussi, comme nous le faisons avec nos pères, nos grands-pères et les pères de l'indépendance? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir où en sommes-nous et que pouvons-nous faire pour ce que, dans tout le bloc de la RDC que ses parents nous ont laissé, il n'y a pas que du mauvais. Ils ont tracé des bonnes lignes quand même. Oui, nous allons en débattre parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent même le colonialisme. J'ai causé avec un jeune homme qui a dit, qui fait cette comparaison, il préfère encore le Congo belge au Congo d'aujourd'hui. Vous voyez que ce temps de réflexion, de confinement permet aux gens de réfléchir, ils se disent, mais pendant l'époque coloniale, on était mieux, on avait éradiqué toutes les maladies, la rougeole, la lèpre, la varicelle, la variole, mais aujourd'hui, on ne parvient pas. Ces maladies sont en train de ressurgir. Ils préfèrent l'époque coloniale, la propreté de la ville de Kinshasa et tout et tout. Aujourd'hui, les gens regrettent. C'est pour ça que je dis, madame, que c'était pas à point nommé. On n'était pas prêt d'être indépendant. Mais pour ce monsieur qui dit qu'il regrette le Congo belge, je ne sais pas quel âge il a, mais s'il rencontrait un monsieur qui a vécu l'époque coloniale... Avec les mains coupées oui, je crois qu'il allait le gifler. Je crois qu'il aurait eu une bonne baffe. Parce que il lui aurait simplement dit que vous êtes ignorant de votre histoire. Et c'est ça le problème avec le Congo. Notre problème n'est pas, je répète, on n'a pas besoin de condamner ces pères-là. Parce qu'à leur époque, pour eux, ils étaient chauds. Aujourd'hui, le sang chaud du Quinois, c'est légendaire. Le Congolais a toujours été chaud. Vous le voyez avec nos pères. Ils ont demandé l'indépendance simplement à cause du sang qu'ils réclamaient. Le sang du Congolais est chaud, madame. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais le problème maintenant, c'est de savoir aujourd'hui où nous en sommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever ce pays? Le problème n'est pas de passer à la télévision, comme je vois certains politiques qui se passent à la télévision. Aujourd'hui, la politique, excusez-moi madame, mais c'est la honte. On passe à la télévision pour insulter, pour injurier, au lieu d'apporter à l'édifice une pierre qui pourra faire à ce que ce Congo soit debout. Nos pères d'hier avaient des coups bas, c'est vrai qu'il y avait des coups bas. Effectivement, il y avait beaucoup de coups bas. Vous connaissez l'histoire entre le Kwilu et le Kwango. Vous connaissez la vraie histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un problème très sérieux entre la famille Kamitatu et la famille Kizenga à l'époque. Papa Kizenga et Papa Kamitatu. C'est vrai qu'il y avait des coups bas. Mais on était des animaux politiques, mais en famille, on était frères. Okay. On était congolais. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, par le coronavirus d'ailleurs, nous allons clôturer par ça. Nous allons parler de l'évolution de cette maladie en République démocratique du Congo. Notre rédaction, la rédaction de Congo Web Télévision, qui abat un travail de titan, et je félicite par ailleurs pendant cette période de crise et de confinement. Et les deux gouverneurs des provinces les plus proches, le Congo central et Kinshasa, Jean-Tini Ngobila et M. Matumona, se sont joints pour essayer de combattre cette maladie, parce que vraiment, il y a une frontière qui sépare Kinshasa et le Congo central, c'est vers Mitendi, donc on essaye un peu de contrôler ce point-là. Plus de détails, mesdames et messieurs. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul total de cas enregistrés en RDC est de 98 cas. Selon le bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre coronavirus, 17 nouveaux cas ont été confirmés ce 30 mars, dont 16 à Kinshasa et un cas au Nord Kivu, précisément à Goma. Ce dernier rejoint la liste de provinces affectées par la pandémie après Kinshasa, l'Ituri et le Sud Kivu. Au total, il y a 8 décès. Selon la même source, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé que les équipes de la riposte chargées des alertes sont en pleine réorganisation. Il a promis de donner dans les prochaines éditions le plus amples informations sur les patients guéris du Covid-19 en RDC. Il a ainsi invité la population à continuer à respecter les mesures recommandées par les autorités sanitaires et les zones de santé afin de rompre la chaîne de transmission. Les documents renseignent que Jean-Jacques Mouyembe a pour finir remercié la communauté congolaise, spécialement celle de provinces touchées, pour son accompagnement aux équipes de la riposte Covid-19 et a également encouragé les agents de santé pour leur engagement. Accentuer
avec fermeté la mise en œuvre des instructions du chef de l'État dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et l'objectif de la rencontre de ce vendredi entre Gentini Ngobila et Atumatu Mwana, respectivement gouverneur de la ville de Kinshasa et gouverneur du Congo central, ici à Mitendi, dans la commune de Mongafula. Le maître mot de la lutte contre le coronavirus, c'est les confinements. Restez chez vous. Les gens doivent rester chez eux à la maison. Le checkpoint, installé à Kassangoulou, sous l'impulsion d'Atumatu Mwana, a réussi à enregistrer à ce jour 18 489 hommes et 8 586 femmes, avec un seul cas confirmé sur les mises alertes qui ont été remontées. Décidé de mettre sur pied une commission qui vient de recueillir toutes les préoccupations qui viennent d'être exprimées par les équipes qui sont sur le terrain, par les députés provinciaux qui sont avec nous, les députés nationaux et les staffs médicaux. Et cette commission va travailler à partir de mardi, dont nous avons donné 2 jours à cette commission pour que finalement nous puissions signer un arrêté interprovincial qui va répercuter toutes les instructions de la hiérarchie. Gentini Ngobila et Atumatu Mwana ont résolu d'unir leurs forces pour barrer la route au Covid-19 dans leurs provinces respectives. Élisée Boumba, nous avons vu les deux gouverneurs, celui de la ville-province de Kinshasa et celui du Congo central, se mettre ensemble pour lutter contre le Covid-19. Mais la question principale, vous le savez, la province du Congo central est une province quasiment agricole. C'est comme les 3 provinces, Kwilu, Kwango et Maïndoumbe. Et ces provinces alimentent, je crois, à 70% la ville de Kinshasa. Alors les gens se posent la question, avec ce confinement, comment ça va se passer pour alimenter la ville de Kinshasa? Ça va être très difficile, madame. Ça va être très difficile. D'abord, je salue cette idée. Un checkpoint, c'était impératif. Parce que jusque-là, Matadi, la province du Bas-Congo, n'a enregistré aucun cas de corona. Le Bas-Congo n'existe plus, c'est le Congo central. Congo central On est habitué. Oui, donc la province du Congo central. Il n'y a pas encore de cas là-bas. Il n'y a pas encore de cas sur le terrain. Il n'y a pas encore de cas. Bon, ça c'est ce qui est... Parce qu'il n'y a pas eu de test. Il n'y a pas eu de test. Donc on suppose que dans les hôpitaux, il n'y a pas encore de cas de figure. Mais maintenant, Kinshasa étant un poumon, étant un centre de plusieurs activités, donc on risque déjà d'atteindre plus de 100 cas d'ici quelques semaines. Kinshasa. J'arrive. Pour Kinshasa, on est à 148 déjà. On est à 148 et ça va encore monter. On n'a pas encore atteint le pic de... Oui, on atteindra le pic, madame. Je vais vous expliquer pourquoi. On y reviendra après. Le problème maintenant, c'est que ça doit nous... En fait, c'est une très bonne idée. Je les félicite, mais maintenant, ça doit nous interpeller. Ce corona doit aussi nous interpeller, cette épidémie. Pourquoi? Nous sommes dépendants d'autres provinces. Nous voulons l'indépendance des provinces, mais est-ce que nous avons appris au Kino à être indépendants agricoles, de manière agricole? Est-ce que nous avons, au niveau de la ville de Kinshasa, développé notre indépendance agricole? Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas développé notre... Il y a quand même quand même des quartiers comme ça, il y a une brasserie. Mais ça ne suffit pas, madame. Ça ne suffit pas à alimenter la ville de Kinshasa. Pour alimenter 10 millions d'habitants. Près de 10 millions d'habitants. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'on suppose. Parce que le recensement, je pense qu'on a plus de 10 millions maintenant, si on fait le recensement, madame. Est-ce que une brasserie, que d'ailleurs je félicite ces mamans maraîchères qui se battent nuit et jour pour nourrir un bon coin de la capitale, mais elles ne pourront pas... Moi, j'aime les comparaisons. C'est vrai que vous dites que Kinshasa, c'est d'abord une ville. Hein. Tout à fait. Mais même en France, il y a des campagnes qui alimentent la ville de Paris. Oui. Donc il y a des villes qui ne peuvent pas être... C'est la capitale. Mais la campagne existe pour... Le problème, c'est peut-être le problème de route et des états agricoles, le problème de ravitaillement. À Paris, il n'y a pas de... Madame, moi, il n'y a pas de champs, il n'y a pas... Madame, la ville de Paris ne suffit pas sur le... C'est 2 cas de figure différents. Nous n'avons pas les mêmes climats. Nous sommes... J'en ai marre qu'on dise à chaque moment à la télévision que les gens passent avec des grands airs pour dire que nous sommes une bombe, une mine d'or, nous sommes une mine agricole, mais on ne voit pas ça. Il est temps de se lever. Moi, je suis en train de parler d'une autre facette de cette épidémie. Cette épidémie frappe. Aujourd'hui, si le Bas-Congo se décide de bloquer, parce qu'il est libre,
il est libre de le faire. Parce que dans ses prérogatives, le gouverneur est le représentant du chef de l'État. Le chef de l'État leur a donné le pouvoir de pouvoir, passez-moi la tautologie, avec l'état d'urgence, de mettre des mesures sécuritaires pour sécuriser la population. Donc, il peut, en tant que gouverneur de province, se dire que à ce niveau ici, il risque d'avoir des morts dans ma province, donc je bloque les frontières. Kinshasa ça s'est fait ailleurs, hein, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Et Kinshasa fera comment? Je voudrais qu'on interpelle pas seulement les politiques, mais même les jeunes, même les associations des jeunes, les associations de développement. Nous devons prendre conscience. Il faudrait vraiment essayer de revaloriser l'agriculture. Pas seulement revaloriser, mais en termes économiques, essayer d'ouvrir d'autres brèches. Ne voyons pas seulement les mines. Ne voyons pas seulement la terre. Kinshasa, nous avons un avantage. Nous n'avons pas peut-être des minerais à Kinshasa, mais nous avons une terre riche. La terre, partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, madame, vous verrez des terres riches. Vous pouvez planter même quelque chose à Lingwala ici. Vous serez surpris. Quelques temps après. Élisée Bomba, j'invite les Congolais. Vous invitez les jeunes, par exemple, que dans chaque parcelle, si possible, d'avoir un jardin. Un petit dragé. Oui. Que l'agriculture. C'est pas une honte hein, de faire la terre. Madame, les plus riches aux États-Unis, aujourd'hui, l'économie américaine, si elle est relevée, ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les minerais, ce n'est pas le pétrole, désolé. Ceux qui connaissent, ceux qui ont vécu aux États-Unis le savent, ce sont les agriculteurs. C'est l'agriculture qui a fait des États-Unis ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est la terre. Le pétrole est venu après. Ils ont découvert le pétrole au Texas après. Et nous avons toutes ces choses. Dieu nous a bénis, madame. Nous sommes un pays richement béni. Mais arrêtons de prendre ça comme slogan. Mettons-le en pratique. Si aujourd'hui nous avons une conscience et que chacun d'entre nous, essayons de prendre juste un petit lopin de terre, essayons de planter quelque chose, nous allons créer une indépendance agricole. Je ne dis pas que Kinshasa se suffit à elle-même, parce que Kinshasa n'est qu'une province qui est une branche de la RDC. Donc nous avons aussi besoin des variétés de prix d'autres provinces, mais seulement il est temps de prendre conscience pour la ville de Kinshasa. Prennent conscience d'avoir chacun, si possible, son petit lopin de terre et de faire l'agriculture. Mais aujourd'hui, j'ai suivi ma très estimée consoeur Léonie Kabengele. Les chiffres qu'elle donnait, ça date. Aujourd'hui, nous sommes à 148 cas et le professeur Mouyembe a dit que ça sera exponentiel. Donc ça va augmenter, on atteindra le pic d'ici là. Et vous le savez, on a confiné la commune de la Gombe. C'est d'ailleurs une des mesures prises par le gouverneur Ngobila. Mais cette mesure aussi, parce que nous sommes dans le cadre des évolutions, les gens disent, mais c'est quoi encore cette mesure? Parce qu'aujourd'hui, il y a presque une migration. Tous ceux qui habitaient, la plupart des gens qui habitaient la Gombe, aujourd'hui, ont migré vers d'autres communes. Les gens m'appellent, les gens nous appellent, nous écrivent, madame, on voit des gens avec des valises qui sont en train de quitter la Gombe pour 14 jours aller ailleurs. Est-ce que cette mesure était vraiment est appropriée aujourd'hui pour la ville de Kinshasa aujourd'hui? Madame. Même si c'est l'épicentre, aujourd'hui la Gombe c'est Yuan comme on dit aujourd'hui. Madame, vous savez, j'ai gardé une minute de silence, quelques secondes de silence, parce que ça fait mal. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons atteindre le pic, vouloir ou pas. Il y a certaines personnes peut-être qui me prennent pour le diable à double corne, mais les faits sont là. Lorsque le chef de l'État décrète l'état d'urgence... C'est quoi d'abord l'état d'urgence? Parce qu'on doit commencer par circonscrire un peu le débat. Les gens, on parle d'état d'urgence, mais c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril. Okay? Nous sommes en guerre sanitaire, voilà. Vraiment un très grand péril qui pèse sur nous. Et là, le cas, nous avons un cas vraiment qui pèse sur nous, c'est le Covid-19. Nous, par rapport à l'Europe, nous ne sommes pas équipés pour cette maladie. Là, il faudra le reconnaître. L'Europe non plus, hein? Oui, nous ne sommes aujourd'hui, pas on voit les faiblesses. Hein. Ils ont le peu, comme on croyait qu'aller en Europe, ça pouvait soigner, ça pouvait... Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut en réalité revenir en Afrique. On les voit à l'aéroport, bloqués à l'aéroport. Beaucoup ne peuvent plus rentrer. L'aéroport est bloqué. Le gouverneur de la ville, je comprends, il a des bonnes intentions. Madame, en politique, c'est possible de faire des erreurs. C'est possible. Même pas en politique, nous sommes des humains.
Vous pouvez faire des erreurs, je peux faire des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs. Les erreurs d'ailleurs, ce sont des... Moi je pense que ce sont des plateformes pour nous permettre de rebondir. Mais on ne gouverne pas par essai. On ne gouverne pas par essai erreur. On n'est pas des stagiaires au sommet de l'État. J'arrive, madame. Merci de me rejoindre. On n'est pas des stagiaires au sommet de l'État. Merci de me rejoindre, madame. Je m'explique. Donc, c'est tout à fait normal, on peut faire des erreurs. Mais maintenant, le gouverneur Ngobila a fait deux erreurs qui pèseront sur sa conscience. La première erreur, madame, c'est d'avoir déclaré qu'il y aurait un confinement, vous vous souvenez, il y a quelques semaines avant, et que les gens, donc c'était je crois 3 jours avant, et les gens le lendemain se sont entremêlés, alors qu'on demande à ces mêmes personnes de respecter les... 1 mètre de distance. Merci. Vous avez vu les images de... J'ai vu votre confrère Israël Moutombo qui a montré des images des gens qui étaient en train de chercher le pondou, mais il faut voir dans quelles conditions. Un camion de bananes qui arrive à Matadi Kibala, il faut voir dans quelles conditions les gens étaient en train de chercher à prendre, chacun voulait prendre une petite portion de ces bananes-là. Vous allez à ShopRite, les gens en file indienne comme si, juste pour aller acheter du pain, les mesures n'étaient pas respectées. Ce jour-là, monsieur le gouverneur, est-ce que vous savez combien il y a eu de taux de contamination rien que ce jour-là? Je suis d'accord avec vous. Nous passons ce cap-là. On verra les conséquences d'ici 14 jours, madame. Vous me donnerez raison, je reviendrai sur ce plateau. Le confinement à la Gombe. Mais vous avez déjà le feu vert du chef de l'État. Vous ne pouvez pas signaler. Vous ne pouvez pas signaler un confinement. Le confinement, aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, vous bloquez la Gombe, vous bloquez. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le gouverneur, il faut qu'il sache que la deuxième conscience, le deuxième problème qui pèsera sur sa conscience, c'est le problème de cette migration. Aujourd'hui, madame, les gens, vous croyez que vous avez votre frère qui vient de la Gombe, vous allez le dénoncer. C'est les gens du quartier qui vont dénoncer. Mais même si les gens du quartier dénoncent, lorsqu'on viendra poser la question, la personne va se défendre, la famille défendra pour dire que il est d'ici. Il était là peut-être bien avant. Depuis longtemps. Voilà, c'est ça le problème. Mais maintenant, vous allez confiner qui? On est en train de jouer à quoi, madame? Est-ce qu'on est conscient des conséquences de cette maladie? Je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment conscient de cette maladie-là? Parce que les gens meurent. Aujourd'hui, maintenant, ce taux de contamination, nous avons, en voulant bien faire, on a mal fait. Donc, en voulant bien faire, on a mal fait parce que la maladie est sortie de la Gombe et la maladie est allée à la cité. Et pire encore, dans des grandes agglomérations. Comme vous avez Ndjili, vous avez Massina, vous avez Tchamou, vous avez Bandal. Et là, ça sera pire. On ne pourra plus contenir cette maladie. Nous allons continuer, nous allons suivre l'audience du ministre de la Coopération et du docteur Mouyembe. C'est toujours dans le cadre du coronavirus, pour lutter contre cette maladie. Et l'audience qu'a accordé le ministre du Tourisme. Et il a parlé par rapport au coronavirus. Vous le savez, avec le coronavirus, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de déplacements. En fait, on est tous dans le confinement. Et le tourisme en subit un coup vraiment fatal. Déjà qu'en RDC, le tourisme, on essaie de le relever. Et le coronavirus est venu encore donner le coup fatal. J'ai été invité donc par le ministre d'État à la coopération pour passer un peu en revue tous les problèmes que nous rencontrons dans la gestion du Covid. Et comme vous le savez, le ministère de la coopération gère tous les contacts avec les partenaires. Et donc il nous a encouragés et il nous demande donc de bien collaborer avec son ministère et voir comment le ministère peut vraiment apporter son appui à la gestion, n'est-ce pas, du Covid en RDC. Et il nous a prodigué certains conseils et également comment aborder les partenaires et lui faire les rapports sur tout ce que nous faisons en matière de coopération. Il faut être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, nous allons connaître beaucoup de problèmes causés par cette épidémie. Vous voyez vous-même ce qui se passe à l'étranger, même les États-Unis. Même les États-Unis, vous avez vu. Mais nous, ici, nous comptons encore 10 ou 20 cas par jour.
Mais là-bas, c'est des centaines de cas par jour. L'épidémie chez nous est entrée donc au mois de mars. Hein. Disons, les premiers cas, c'était le 10 mars. Hein. Et l'épidémie s'est confinée d'abord ici à la Gombe où nous sommes. Hein. Donc, les zones ou les communes populaires ne sont pas encore affectées. Et notre crainte, c'est que si le virus entre dans ces communes populaires, l'épidémie deviendra incontrôlable. La santé de la population congolaise préoccupe au plus haut point le ministre du Tourisme Yves Bounkoulou. C'est au cours d'une réunion tenue jeudi 2 avril avec les opérateurs du secteur touristique que Yves Bounkoulou a indiqué qu'une équipe de surveillance sera mise en place dans le tout prochain jour afin de faire respecter les mesures d'hygiène édictées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route à la pandémie du coronavirus en RDC. Ce, avant de rappeler à ses interlocuteurs des sanctions sévères à quiconque ne voudra pas respecter les gestes et barrières. Nous tenons à rappeler à nos opérateurs le respect des gestes et barrières, et entre-temps, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de réfléchir les mesures d'accompagnement pour que nos opérateurs ne puissent pas fermer. Nous savons que ça a un impact sur le plan économique, que ce soit pour les opérateurs, que ce soit pour leurs travailleurs, et nous demandons aux opérateurs de ne pas renvoyer les travailleurs. Et nous, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de formuler des propositions qui pourront également les accompagner. À noter que les patrons du tourisme a promis à ses opérateurs leur exonération sur les redevances d'une période de 3 mois allant du mois de mars au mois de mai. Élisée Boumba, nous avons suivi le professeur Mouyembe. Il a parlé du premier cas, hein, c'est le 10 mars qu'on a découvert le premier cas du coronavirus en République démocratique du Congo. Et beaucoup de gens m'ont dit de vous poser cette question parce que j'ai déjà publié sur ma page Facebook que je vous recevais. Pourquoi, quand on a connu ce premier cas, on n'a pas fermé nos frontières directement? Bon, moi je pense qu'en analysant la situation, je crois qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur. En fait, on se disait, vous savez, la population n'était pas préparée. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu un manque de communication. Le manque de communication n'est pas dû à vous, les professionnels des médias, qui devaient normalement aussi communiquer. Mais le problème, c'est qu'on ne vous a pas donné l'information à la source dès le départ. Si, dès le départ, cette pandémie qui était déjà en train déjà dans le monde, qui frappait le monde, avait déjà été répertorié en RDC, c'est-à-dire qu'on savait que ça pourrait arriver. Gouverner, c'est prévoir. Et voilà. Boumba, ça me paraît quand même paradoxal. Puisqu'on dit gouverner, c'est prévoir. On a vu comment cette maladie, le Covid-19, a quitté la Chine, a frappé l'Italie, la Grèce, le monde, l'Allemagne, les États-Unis. Mais madame, on n'est pas le seul. On était sûr que ça devait arriver en Afrique. On n'est pas le seul pays qui ne s'était pas prêté. Okay. À fermer ses frontières directement. Oui, on n'était pas le seul pays parce que en réalité l'Afrique entière, quand vous suiviez les médias étrangers, qu'est-ce que les Français et tous les autres disaient sur France 24 chez vos collègues? Ils disaient qu'il semblerait que ce virus ne supporte pas la chaleur. Donc du coup, en sachant qu'en Afrique il fait très chaud, surtout en Afrique centrale, subsaharienne, donc il y avait maintenant beaucoup des ondits. Il y avait une rumeur qui circulait. Que les Noirs ne seront pas atteints de ça. Les Noirs ne seront pas atteints. C'est possible de prendre le Congo Bololo, pour nous la RDC. De l'autre côté, la pierre noire qui traite le venin du serpent. Vous le prenez, vous enlevez quelques poussières et vous prenez dans de l'eau chaude, vous prenez, ça c'était du côté du Sénégal. Donc il y a eu des rumeurs comme ça. Donc en fait nous étions, je crois que les gouvernants africains, les présidents africains, le gouvernement africain étaient dans une distraction totale. Et la maladie a frappé. Et maintenant, le comble, c'est que lorsque vous voyez le secrétaire général des Nations Unies dire que ça va, pour l'Afrique, ça sera très dangereux. Et lui, en fait, on le traite de tous les mots, c'est vrai. Oui, on le traite de tous les mots, mais moi, je vois ce qu'il voit.
Lui, il voit une Afrique qui ne s'est pas préparée à la sensibilisation. Et même lorsque nous avons commencé, je me rappelle avant d'avoir le premier cas, quand ça a commencé à frapper l'Europe, je me suis rendu au Congo-Brazzaville, c'était à peine. Donc, vous lavez les mains, vous passez, on vous checkez. Vous sentez que c'était vraiment un fait, on prenait ça comme un fait bénin. Mais aujourd'hui où on vous parle, aujourd'hui, c'est l'hécatombe qui risque de tomber sur la RDC. Mais le professeur Muyemba parlait encore de la discipline. Est-ce que pour vous, Élisée Bumba, le Congolais n'est-il pas discipliné? Les Kinois particulièrement, parce que j'ai essayé de comparer ce qui se passe au Congo profond, spécialement à Kolwezi, à Lubumbashi. Les gens respectent instinctivement les mesures de confinement. Et ici, on dit que les Kinois ne sont pas disciplinés. Beaucoup disent, ben, comment on va discipliner ventre affamé, la pointe d'oreille? Vous pensez que vous partagez aussi ce point de vue? Madame, si on avait donné des moyens aux médias locaux, avant cela, un gouvernement entre guillemets responsable, qui mettait des moyens pour faire sensibiliser avec les journalistes, pour leur dire, écoutez, vous êtes le 4e pouvoir, cette histoire ne doit pas arriver dans nos frontières et nous devons vraiment sensibiliser. Je pense que le Quinois allait respecter certaines choses. Ce peuple quinois, c'est vrai, entre guillemets, le Congolais en général est têtu. Ce n'est pas que le Quinois. Le Congolais en général, c'est un peuple têtu. Mais c'est un peuple aussi, surtout les Quinois, qui sait voir certaines choses qui arrivent de loin. Nous avons eu des mauvaises expériences dans ce pays. Nous avons eu l'entrée de, vous vous rappelez, les Bananjili que je salue, qui ont vraiment pris les Rwandais à l'époque à main nue. Et il y a eu beaucoup de preuves d'amour de la patrie auprès du Quinois. Alors, si la sensibilisation avait été bien faite, si la prise de conscience avait été bien préparée, le Quinois qu'on traite de têtu aujourd'hui allait prendre ses précautions. Et je pense que c'est vrai, les têtus existent toujours. C'est vrai, il y a toujours des brebis galeuses. Oui, tout à fait. Mais je pense que si le gouvernement avait mis les mesures en place avant que cette épidémie ne frappe, il y a des choses. Moi, je vous dis qu'il y a des coins où vous arrivez, on dit, ah, malade, on les a ratés. Oui, les gens le disent. Mais ils sont pas informés. Ils sont pas informés. La responsabilité incombe à la presse ou je ne sais, parce qu'aujourd'hui on dit que les journalistes ne font pas bien leur travail et tout ça, nous ne sensibilisons pas, nous sommes pas très patriotiques du tout, mais j'ai vu aujourd'hui le ministre du Tourisme recevoir les gens et tout ça, mais quand on voit ailleurs aussi, moi j'aime bien les petites comparaisons, qu'est-ce qui manque aujourd'hui avec cette maladie qui frappe à nos portes? De faire des visioconférences, le Sénégal l'a fait. Oui. Comment aujourd'hui... Même le Gabon l'a fait. Voilà, aujourd'hui, on m'a dit d'ailleurs, moi j'aime toujours le dire, de vous poser, parce que moi je suis le relais entre cette population et vous, oui. Comment le chef de l'État ne se protège pas? Parce qu'au Sénégal, on a vu Macky Sall faire cette visioconférence, il a dit c'est fini, il n'y a plus de conférence, mais notre chef de l'État, les ministres, le Premier ministre continuent à recevoir les gens comme ça. Le chef de l'État est le garant des institutions. Aujourd'hui, s'il y a problème, si le chef de l'État est atteint, c'est une institution, il y aura chamboulement Madame, dans la vie politique de notre pays. Vous vous souvenez à l'époque, lorsqu'il y avait quelqu'un qui nous avait tous fait rire, pour répondre à votre question, le président Kabila à l'époque au début quand il commençait à conduire seul. Souvenez-vous, si vous vous souvenez bien, il y avait quelqu'un qui était passé à la télévision pour dire qu'il portait plainte contre la personne de Joseph Kabila. Exactement. Qui mettait en insécurité l'institution Kabila. Président de la République. Et il avait raison, moi je pense. Moi je pense que Félix Tshisekedi met en danger l'institution président Félix Tshisekedi. En fait, le problème avec le président Félix, c'est qu'il est vrai. Félix est vrai, il est vrai. Le président Félix, c'est quelqu'un de vrai. Ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un de, comment on dit, nyoka nyoka comme on dit chez nous. Non, c'est quelqu'un de vrai. Ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il pense. Il a un grand cœur, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que le grand cœur va mettre en péril l'institution président. Il faudrait prendre des mesures maintenant, Monsieur le Président. Cette nation vous aime. Ce pays vous aime. Les Congolais, vous êtes le président de tous les Congolais. Opposition, majorité, militaire, civil, maman maraîchère, jusqu'à la femme instruite. Ok? Vous êtes le garant de cette nation. S'il y a un message que je peux adresser au chef de l'État, c'est de prendre des mesures pour sa propre vie. Ce que vous dites, nous le déplorons, nous le voyons. Mais personnellement, nous ne savons pas
pourquoi est-ce qu'il le fait? Donc, si nous comprenons l'importance, parce que c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui a donné, qui a lancé l'impulsion de dire, écoutez, il y a état d'urgence, parce que il a vu le fléau qui frapperait Kinshasa dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois et dans 1 année, alors il faut que lui-même prenne ces précautions-là. Je crois que le message passera par votre audience, par votre émission, le message ira droit au chef de l'État, mais il y a autre chose encore, madame. Vous avez soulevé... quelques poussières de secondes. Oui, donc vous avez soulevé quelque chose de très important. Vous avez parlé de visioconférence. De visioconférence. Le ministre Kibasa. Hein. Oui, le ministre Kibasa, il y a quelques semaines, je pense, avait déjà lancé un projet comme tel. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore adopté, mais moi j'ai vu ça sur 7.cd. Avec Jeff Caleb. Oui, c'est Jeff Caleb. J'ai lu cet article. Coucou à toi, il avait commencé, il a déjà d'ailleurs lancé l'idée. Mais je ne sais pas jusqu'à présent pourquoi est-ce que c'est en suspens. Jeff Caleb, je crois que la question est posée. Je te le reposerai et j'aurai peut-être plus d'amples explications. Nous allons rester toujours dans le coronavirus, mesdames et messieurs. Nous avons tendu notre micro à ces Kinois qui nous suivent, qui nous donnent leur point de vue par rapport au confinement. Et la réaction d'un économiste par rapport à ça, parce que comme je l'ai dit, cette maladie frappe sur tous les secteurs et nous allons prendre un peu cet angle économique. C'est dans la commune d'Endjili que nous avons promené notre caméra, plus précisément au quartier 13. Une seule question, que pensez-vous du décrétement d'un confinement d'ici le mois d'avril? L'Endjilois répond. Oui, l'inquiétude est que nous sommes le peuple congolais, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons pas de travail, nous sommes des chômeurs. Il faut qu'on vive, nous sortons presque chaque jour pour vivre. Maintenant nous sommes confinés à la maison, nous n'avons pas de provisions, on n'a pas d'argent. Il n'y a personne dans notre milieu ici qui a peut-être un compte bancaire, peut-être pour se ravitailler. Maintenant c'est catastrophe pour la population. On nous dit de rester à la maison sans argent. Comment rester à la maison? Vous manquez d'argent pour acheter les nourritures. Comment vous allez s'en sortir? Et puis, on a bloqué toutes les sociétés et puis nous sommes tous des chômeurs. La population de ces coins de Kinshasa ne s'oppose pas à une initiative de confinement, mais demande au gouvernement de s'assumer. Cette partie de la ville capitale vit dans le dénuement total. Il faut que le gouvernement, à son abisso, souci est que présent le but que tofanda distance à 1 mètre, totambola vraiment té, bis ces ali pété pas ces anamboka na biswa. Parce que biso ce que ville té, moyen lié exact. Il faut bimaga comme atamu to ken ville. Mais la population to na moyen de transport les a passé na ville na biso. Yango peba mekape ko sunga biso na souffrance to zanango. Pas ces ali, ko lié za passé makamu za passé. Mais l'été si ko face à ndene. Face de solution pour la biso. Selon la rumeur, le confinement sera de 10 ou 20 jours d'ici le mois d'avril, des mesures en vue de barrer la route à la propagation de Covid-19. Les coronavirus sévit dans le monde, y compris en République démocratique du Congo, où l'économie ne cesse d'en pâtir. Le pays connaît déjà de sérieux problèmes dans son système économique. Et maintenant, avec la pandémie du Covid-19, Mathieu Takisala pense que la RDC va sombrer dans la récession à cause des difficultés qu'il énumère ici. Que la République démocratique du Congo sombre dans ce qu'on appelle en économie la récession. Parce qu'avec cette pandémie de coronavirus, notre économie est malade. Parce qu'avant la pandémie, on n'était même pas une économie prospère. Parce que notre économie n'a jamais été une économie diversifiée. C'est une économie qui a été toujours extraversie. Il donne également des pistes de solutions pour élever l'économie après cette situation de crise. Nous, les économistes congolais, nous donnons des pistes de solutions à cet État, à ceux qui nous gouvernent, de faire ce qu'on appelle les réductions du train de vie de l'État et puis réduire la taille du gouvernement pour que nous puissions avoir des marges de manœuvre qu'on peut injecter à l'économie. Et qu'il faut qu'on profite en ce moment, que nous puissions vraiment diversifier l'économie congolaise. Il faut des mesures d'accompagnement au niveau de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'économiste Takisala ne s'est pas retenu de sensibiliser contre le Covid-19.
chers amis, il ne faut pas le prendre dans l'amusement. Cette maladie est dure. Ça se chemine entre les humains, les déplacements des humains. On dit, le vrai secret pour combattre contre le coronavirus, c'est uniquement d'éviter la distanciation sociale. Zanana moi à distance. Au continent moi mutuka, kanga moi munoko. Natongo ba mama sokola kama boko. Pour Mathieu Takisala, nous sommes en guerre contre cette pandémie. Et en guerre, ce ne sont pas des discours qui comptent, mais des actions. Élisée Bumba, on nous accuse, nous la presse, de ne pas bien communiquer, de ne pas faire passer le message. Comment expliquer à cette population que vaut mieux mourir de faim que mourir tout court? Vous avez suivi ces messieurs qui sont nos compatriotes, les Kinois, qui disent mais on accepterait bien le confinement, mais on n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment faire passer vraiment ce message à cette population par rapport au confinement? Vous savez, madame, moi, je ne pense pas que la presse ne sensibilise pas. La presse, nous voyons, la presse est en train de communiquer avec les moyens de bord. Il y a des chaînes de télévision qui ont même chaque 10 minutes des spots qui passent. Il y a chaque émission, il y a des sensibilisations. Il y a des directeurs de programmes comme celui de Congo Web qui ont Maurice Jegandou, merci à toi. Qui ont donné des espaces aux gens gratuitement pour venir parler. Il y a même une nouvelle chaîne de télévision. On y reviendra parce que créée spécialement pour lutter contre le coronavirus. Entre guillemets, madame, c'est de la bêtise. Cet argent, il fallait donner ça aux journalistes, aux médias qui existent. C'est peut-être ça aussi le problème de com. Je vous le dis, Élisée Bumba, oui, c'est pas que le ministre ait acheté cette chaîne. Il a été offert par StarTime. Par Bloussat. Il y a nuance. Il faut savoir bien communiquer. Madame, donc vous me dites qu'il n'y a pas eu d'argent. Non, c'est Bloussat qui a offert son espace à la chaîne, au ministère de la Santé. Donc le ministère de la Santé. Plus les précisions que nous avons reçues par Bienvenue Bois. Le ministère de la Santé n'a rien déboursé. 0 francs. 0 francs. Il n'y a eu aucun franc là-dedans. Pas du tout. Moi, je reviens sur le point de dire ceci. Il y a de l'argent qui est en train, lorsque vous avez un comité de pilotage, sous d'autres cieux, c'est un comité scientifique, c'est une équipe scientifique, comme en France, c'est une équipe scientifique, dont le numéro 1 de cette équipe est nommé par décret présidentiel. Alors, en RDC, je ne sais pas, le docteur Mouyembe, que je respecte d'abord beaucoup, parce que moi, je l'appelle, c'est un monument vivant pour notre... Oui, c'est vraiment une sommité, c'est une bibliothèque ambulante pour notre nation et aussi pour l'Afrique. Mais moi, mon problème, c'est que il faudrait qu'il comprenne que lui, il est médecin. La communication, qu'il les laisse à ceux qui savent communiquer. Donc, dans cette cellule, j'ai vu Louis Dor qui a proposé qu'on crée une cellule de crise communicationnelle, qu'on crée cette cellule au sein de l'équipe de riposte. Alors, cette cellule sera composée de certains professionnels des médias qui pourront voir maintenant dans quelle mesure établir un plan de communication de crise. C'était même une idée qu'il fallait, je crois qu'il fallait le faire avant même. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours bien, mais il fallait le faire avant. Je crois que ça devait... Donc, les gens, jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas l'importance du confinement par rapport à cette maladie. En bref, voilà ce que je vais dire. Si vous me permettez de me répondre et en français et en lingala. Il y a un problème, madame. Le monsieur qui dit, on est chez nous à la maison, on vit au jour le jour. Oui, on vit au jour le jour, le pays est à genoux, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous choisissez, restez à la maison et vous occupez un peu, parce que c'est une gili, madame. C'est une gili. Donc, ce qui vient à dire que moi, il y a Moukia Rozanga, il y a Olia, il y a Mouké, Atatope Sanara. Ils sont très solidaires dans cette partie de la Tchangou, ils sont très solidaires. Restez à la maison ou restez pour l'éternité dans un cercueil au pays des allongés. Qu'est-ce que vous choisissez? Restez à la maison vivant, 3-4 jours de confinement, ou rester au pays des allongés pour l'éternité, laissant veuves, orphelins dans des conditions difficiles. Déjà que vous vivez au jour le jour. Je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. Le gouvernement n'a pas la possibilité maintenant de donner à chaque Congolais, par exemple, prendre, comme en France, il y a beaucoup de gens qui disent Napoto, Bapesi Bissou, Bapesi Baron Bambongo, Bapesi Congolais, Bapesi Français, Mbongo Bazu. Oui, parce qu'ils ont une économie qui est diversifiée et une économie qui est assise. Notre économie est instable, madame. Excusez-moi, Élisée Bumba, j'avais appris aussi, quelqu'un avait proposé, je ne sais pas, ça peut peut-être paraître illusoire, mais il avait proposé que le gouvernement passe de porte à porte et remette $200 pour chaque famille.
pour qu'ils tiennent pendant 14 jours. Et ils ont, Si fait, vous le faites- ils ont estimé, mais ça, c'est impossible, parce que si vous le faites pour Kinshasa, vous devez le faire pour toutes les Mais provinces. pourquoi pas? Est-ce que Kinshasa manque par exemple 14 milliards pour donner à la population de Kinshasa pour un confinement de Je ne suis pas le gouverneur, je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce qui est vrai, c'est que, madame, il y a des entrées, la ville a des entrées, la ville a des dépenses, la ville a des charges. Ça, c'est un. Deuxièmement, je reviens maintenant pour soutenir l'économiste par rapport à ce que nous disons. Il faudrait que nos autorités comprennent qu'il est temps de diversifier l'économie de la nation. Il ne faudrait pas qu'on soit cramponné, on a parlé de ça au début de cette émission, sur les mines. Madame, on ne doit pas être cramponné sur les mines. Nous avons une terre riche. Nous avons une terre riche. Aujourd'hui, même moi, là où je loue, puis c'est aux ans locataires, là où vous squattez, là où nous squattons, vous pouvez aujourd'hui, je peux aujourd'hui planter même des légumes qui vont pousser. Au moins, nous voyons que la terre produit, le Congo est une terre riche. Donc, il est temps qu'on prenne conscience, diversion l'économie. Ce n'est pas que les mines qui vont nous faire monter. Qu'une internaute m'a dit de vous poser cette stigmatisation un peu de gens qui proviennent de l'extérieur, parce que beaucoup disent, nous avons suivi ce quinois qui disent que maladie outi na libanda bato ba voyageur mingi mais sont malades et tout ça. Nous qui vivons ici à Kinshasa, nous n'avons jamais eu ça et tout ça. Et aujourd'hui, les gens qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'extérieur, sont aujourd'hui stigmatisés, pointés du doigt, parce que moi on m'a écrit une box dans ma page Facebook qu'on avait presque failli lyncher quelqu'un qui était venu de Paris, qui squattait quelque part. Mais les gens ont appris qu'il y avait quelqu'un qui est venu de Paris, on a presque failli le lyncher. Comment expliquer aussi à c'est ça la communication, comment expliquer à ce peuple-là que la diaspora n'est pas égale au Covid-19? C'est ce que nous sommes en train de de la responsabilité de la presse. La presse a sa part de responsabilité, le gouvernement a sa part de responsabilité. Au départ, la presse aussi n'avait pas des éléments. Mais moi, je pense que le travail de la presse, c'est d'informer, de former et de divertir. Et là, vous entrez dans le cadre de la formation. Le gouvernement devait vous prendre pour cadre. Parce que pour le moment, il devait s'appuyer sur le quatrième pouvoir que vous êtes, madame. Le gouvernement devait s'appuyer sur le quatrième pouvoir que vous êtes pour pouvoir sensibiliser cette population-là. Aujourd'hui, madame, sur les médias étrangers, les médias locaux, nous avons plusieurs catégories. Nous avons des chaînes qui sont qui ont chacun un desk. Il y a des desks économiques, il y a chacun qui a une ligne éditoriale. Mais seulement c'est que actuellement, il n'est pas question de ligne éditoriale. On doit tout bouleverser aujourd'hui. On est en état d'urgence, même dans la presse. Même dans la presse, on est en état d'urgence. Nous n'avons pas besoin d'avoir, écoutez, nous sommes 100% économiques, mais nous avons besoin nous sommes 100% sensibilisation Covid-19. Parce que maintenant, si vous avez par exemple du côté de Ndjili, Madame Paulette est suivie au niveau de, vous avez sur 10 millions d'habitants, vous avez par exemple 2 millions de personnes qui vous suivent et que vous ne sensibilisez pas, c'est vous qui tuez 2 millions de personnes, madame. Si la chaîne, une autre chaîne qui est soi-disant économique, qui veut rester économique, qui veut penser économie, reste économique alors qu'elle est suivie par 3 millions de personnes, elle tue 3 millions de personnes, madame. Donc ça veut dire que vous créez 5 millions d'inconscients. Alors si vous prenez les bêtes par le corne, c'est vrai, on peut accuser le gouvernement, c'est vrai que vous n'avez pas reçu de budget, ça je sais, il n'y a pas encore de budget, parce que la République est encore en train de chercher à amasser des fonds. Il y a des gens qui donnent des enveloppes. Moi je félicite le gouverneur pas de Lubumbashi, les provinces... avec ce découpage, oui, avec ce découpage, ça devient compliqué. Pas trop de fois. Donc, le Mouyèche, je crois. Mouyèche, le gouverneur Mouyèche, qui vraiment est en train de... Là-bas, la sensibilisation est compliquée et très directe. Voilà, et les gens ont pris conscience à Kolwezi. Les gens ont vraiment pris conscience de Lubumbashi et Kolwezi. Moi aussi, j'ai gagné mes signaux qu'on doit y aller. Comme nous sommes à l'intérieur, nous y restons d'ailleurs parce que nous allons parler le don des sociétés minières aujourd'hui, qui offrent aujourd'hui des millions et des millions pour lutter contre le coronavirus. Nous allons parler du don de Kibali Gold, si je ne me trompe pas, et ce papier, ce communiqué de la Direction générale des migrations. L'aéroport international de Ndjili continue ses activités quotidiennes malgré la suspension des vols pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Cette révélation a été faite par la DGM.
Dans une correspondance adressée au directeur général de l'autorité de l'aviation civile, la DGM dit avoir constaté une certaine affluence de la délivrance des autorisations de survol et d'atterrissage à plusieurs compagnies aériennes et organismes. Un comportement qui va ainsi à l'encontre de l'ordonnance présidentielle du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. L'article 2 de cette ordonnance ordonnait la fermeture de toutes les frontières de la RDC aux passagers. Ayant constaté que l'aviation civile foule aux pieds les décisions du chef de l'État, la DGM a, à travers sa correspondance, rappelé à l'aviation civile qu'aucun avion ne peut survoler ou atterrir à l'aéroport sans l'autorisation expresse de Félix-Antoine Tshisekedi. Selon ce document, l'aviation civile devra, pendant cette période cruciale, examiner avec la DGM toutes les démarches dérogatoires conformément aux orientations communiquées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'appel à l'élan de solidarité lancé par le président de la République a trouvé un écho favorable dans le chef de Kibali Barrick Gold Corporation. Cette société minière a présenté ce jour au Premier ministre sa contribution à la riposte contre le coronavirus, constituée essentiellement de matériel médical, notamment des gants, masques, gel antibactériel et des respirateurs. Le coût total de cet apport est estimé à 1 500 000 $ et à en croire le directeur pays de Kibali, il sera ventilé à 3 niveaux. Des 632 000 pour Kinshasa, qui est pratiquement l'épicentre où tous les gros effets sont ressentis plus ici. Ensuite, 488 pour les deux provinces des Haut-Touélé, où nous avons la mine, mais aussi la province de Ituri, puisque tout notre trafic, les cargos entrent par l'Ituri, et nous avons aussi estimé que c'était bon d'ajouter. Et enfin, au niveau local, dans les territoires de Ouacha, 380 000 $. C'est plus ou moins ça la hauteur de l'enveloppe que Barrick est en train de, plutôt du matériel en don, que Barrick est en train de mobiliser pour les efforts que le gouvernement a déjà lancés. Kibali Barrick Gold entend travailler avec la task force mise en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 à travers le pays afin de dégager ensemble les priorités et formaliser les commandes. En tant que journaliste, je ne dois pas démontrer mon émotion devant de tels propos, d'un tel reportage. Élisée Boumba, ben ça semble quand même incroyable, ça m'est resté quand même à travers la gorge. Le chef de l'État avait parlé et il n'y aurait aucun avion qui pouvait atterrir en République démocratique du Congo. Mais vous avez suivi la lettre de la DGM. C'est la DGM qui l'a dit. Ça continue, les activités à l'aéroport d'Ndjili continuent comme si rien n'était, trop de dérogations et tout ça. Est-ce que le chef est irrespecté dans ce pays? C'est la question que je me pose. Est-ce que la parole du président Félix Antoine Tshisekedi pèse dans ce pays? Madame, j'ai suivi un de mes... Je répète, je reviens encore là-dessus. Et Peter Tiani, à l'époque, pendant une émission, l'avait dit. Félix est vrai. Félix est sincère. Je répète ça. Mais le problème, vous avez voulu l'état de droit. État de droit, Boulouki Ango. Madame, ça, c'est une injure au chef de l'État. Et moi, je crois qu'à un moment donné, le président Félix doit arrêter d'être complaisant. Il faut qu'il arrête de toujours essayer de cajoler les gens. Il faut qu'il frappe sur la table. Il l'a dit au vu et au su de tous. La communauté nationale témoin, la communauté internationale témoin. Il a dit ceci, qu'il n'y aurait aucun vol jusqu'à ce que la mesure puisse être levée. Alors, peu importe ce que vous allez faire, peu importe qui vous êtes, si vous étiez à l'intérieur de la RDC, vous ne sortez pas. Un point, c'est tout. Il faudrait maintenant que les services de sécurité, si la DGM, qui est un service de sécurité, aujourd'hui émet cette inquiétude, madame, c'est qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Mais ces dérogations-là, qui quitte
Ces avions-là sont quels avions qui font quoi, qui atterrissent et emmènent qui et fait atterrir qui en République démocratique du Congo? Il y a un moment, je t'ai posé la question, les gens disent que ceux qui viennent de l'extérieur nous ont apporté cette maladie. C'est la peur de la stigmatisation aujourd'hui de la diaspora congolaise, ou de la diaspora d'ailleurs. Madame, la stigmatisation, elle n'est que réelle. La stigmatisation, que voulez-vous? Vous ne vous êtes pas apprêté à cette pandémie. Deuxièmement, la maladie est venue de l'extérieur, effectivement, est arrivée en République démocratique du Congo. Troisièmement, vous, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cette maladie-là? Demandez aux gens les mesures, c'est bien, toutes ces mesures de confinement, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais lorsque un chef de l'État n'est pas respecté, qui sera respecté dans ce pays? Si les mesures de Félix Tshisekedi, qui stipulent qu'aucun vol ne devait entrer, atterrir ni décoller, ne sont pas respectées. Donc ça veut dire que nous avons des hommes forts, plus forts que le président de la République. Alors nous sommes dans une république bananière. Nous sommes où, madame? Nous avons suivi le don de Kibali par rapport à la lutte contre le coronavirus, mais il y avait aussi d'autres pistes de solutions. Il y a certains Congolais qui se sont levés pour dire que nous devons réduire les dépenses dans les institutions publiques, avoir une gestion saine des dépenses publiques. Il y a même certains députés qui ont donner leur salaire, leur émolument pour lutter contre le coronavirus. Je peux citer Patrick Mouyaya qui a donné, il y a eu Délice Sanga, il y a eu Francis Mouyembe, la sénatrice, et tout ça, qui ont quand même offert leur émolument pour lutter contre le coronavirus. Alors, ces dons des compagnies minières, c'est pas une sorte de... Il y en a qui disent une sorte de... Comment je peux... Pour être plus poli, mais voilà, c'est un peu genre matolo, quoi, pour vous donner... c'est un piège. Voilà, genre de corruption, un peu comme ça. Madame, c'est un piège. Vous mettre un peu la corde au cou, en fait. Effectivement, madame, c'est un piège. C'est un gros piège. Il faudrait que les membres du gouvernement soient très sages. Je pense qu'en tant que politique, ils ont des astuces. En tant que politique, ils ont le devoir de bien gérer leur province. En tant que politique, il faut aussi qu'ils soient garants de l'avenir. Il faut qu'ils sachent qu'il passera, les institutions resteront. Qu'est-ce qu'ils vont léguer à ces provinces-là? Parce que prendre de l'argent de ces personnes-là, il faut faire très attention. Si ça part dans le cadre de l'entraide, ok, nous sommes d'accord, nous avons besoin des fonds. La riposte, surtout l'équipe de riposte, a besoin de ces fonds-là pour équiper les hôpitaux, pour équiper tous ces angles-là. Mais si ça va dans l'autre facette, c'est-à-dire nous donnons, parce que demain nous allons dire nous vous avons donné, donc vous devez alléger certaines taxes, alors là non. Je crois qu'il faudrait qu'il nous allons clôturer vraiment ce dossier du coronavirus avant de vraiment déterminer par autre chose. La déclaration du professeur Mouyembe et son rétropédalage par rapport au vaccin. On l'a suivi, la vidéo, tout le monde a suivi. Le professeur Mouyembe a dit que la République démocratique du Congo a été choisie comme pays qui devait tester ce vaccin, et ça fait lever les boucliers, les réseaux se sont emballés, les réseaux ont chauffé, et quelques minutes après, quelques heures après, le professeur Mouyembe a fait un rétropédalage pour dire que c'est pas ce qu'il avait dit, il a essayé d'expliquer. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui se lèvent pour insulter. Moi j'ai lu, insulter cet éminent professeur. Est-ce que c'est un problème de communication, d'explication? Est-ce que c'est le rôle du professeur Mouyembe? Les gens ne comprennent plus très bien ce méli-mélo aujourd'hui qu'un grand... Il y a même quelqu'un que je salue ici, Didier Mboui, qu'on appelle affectueusement Six, Didi Mitoveli, qui a dit que la République démocratique du Congo ressemble à Jérusalem. On vous encense et on vous descend en même temps. Quelle était pour vous la communication par rapport à ce vaccin? Ça a été vraiment très très bien fait. Moi je pense que le docteur a balayé un très beau passé du revers de sa main, juste en quelques secondes. Vous savez, c'est ça le mal avec la communication. Trop de communication tue la communication. Écoutez, le professeur, le docteur Mouyembe doit comprendre que ce n'est pas son rôle. J'ai quand même été à Bukavu, je suis allé jusque dans le bastion de notre prix Nobel. Docteur Mukwege. Oui, j'ai vu le docteur Mukwege, comment est-ce qu'il travaille. Il a une forte équipe communicationnelle qui en fait lui donne les éléments.
ok. Je pense que je rejoins encore Louis Dorbal qui est là et qui a dit clairement dans un article que j'ai lu il y a quelques jours qu'il faudrait que l'on crée une équipe communicationnelle de crise. La riposte, c'est bien avec cette équipe, nous sommes d'accord par rapport à cette équipe, mais il faudrait qu'ils prennent des professionnels des médias. Que ceux qui savent faire leur travail, qui puissent leur concevoir, nous l'avons dit au début de cette émission, un plan de communication de crise, qui pourront adapter. Le docteur doit savoir à quel moment parler, quand est-ce qu'il faut parler. Par exemple, là, il fait de nous des cobayes. C'est ça que les gens vont retenir. Et les gens, peut-être... C'est ce que les gens vont retenir. Et c'est lui-même qui a créé cela. C'est lui-même qui a créé ça. Avec la polémique de LCI, nous avons suivi sur une chaîne française. C'est ça le problème. Ce qui s'est passé pour dire que nous pouvons aller tester ce vaccin en Afrique. C'est là à lever déjà des boucliers partout dans le monde. Les Africains se sont levés, les Blacks, permettez l'expression, se sont levés pour dire l'Afrique n'est pas votre zone d'essai, de test. Est-ce que c'était vraiment approprié de parler de ça quand ça chauffait déjà? C'était inapproprié pour lui. C'est pour ça que je dis il y a eu un problème de... Il n'a pas excusez-moi, passez-moi le terme. Je ne sais pas qui travaille avec le docteur Muyembe. Je ne connais pas quels sont les journalistes qui sont là. Vous allez vraiment m'excuser. Je le dis comme ça. Mais je crois qu'il n'a pas une bonne équipe communicationnelle. Il faudrait vraiment qu'il se fasse bien entourer. Je crois qu'il y a des chevronnés qui ont travaillé avec certaines personnes qui sont déjà là. Moi, je ne pense pas qu'on va créer la roue. Il y a ceux qui sont là, mais qu'on néglige, qui essayent de fouiller, qui prennent ces perles rares, qui travaillent avec ces perles rares. Je crois que le docteur Muyembe doit avoir un porte-parole. Le docteur Muyembe doit avoir quelqu'un qui communique à sa place, et lui il communique lorsqu'il le faut. Lorsqu'il faut vraiment des grands points de presse, il faut qu'il doit organiser ses sorties médiatiques. Il ne doit pas parler pour ne rien dire. Là par exemple, il a soulevé quelque chose. Je ne crois pas que ce feu s'éteindra aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est resté dans la tête des Congolais. Et vous allez voir le mouvement continuer, prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on veut traiter les Congolais de cobayes. Ce vaccin ne peut pas, parce qu'il a dit le Congo est sélectionné parmi les pays où ce vaccin sera traité. Bon, est-ce que testé? Bon, est-ce que ça sera testé en guise de quelque chose, donc on vous donne de l'argent pour accepter de tester. Mais si vous voulez tester avec grand amour, je le dis avec un amour, madame, allez tester en Italie. Mais nous avons essayé en Espagne. Nous sommes des journalistes d'investigation. Nous fouillons un peu. Nous avons nous avons fouillé que les vaccins sont donnés pour gérer ou pour prévenir des maladies. Alors en Afrique, comme le Covid-19 n'a pas encore pris de l'ampleur, ils ont dit alors nous allons essayer de voir un peu comment les gens vont réagir. Parce qu'il paraîtrait, pas qu'il paraîtrait, mais c'est vrai, que le vaccin pour l'Ebola a été testé en Chine, le vaccin a été testé aux Amériques, parce que là-bas, l'Ebola n'a pas eu d'écho, trop de morts, où il n'y avait même pas d'Ebola là-bas. C'est peut-être la communication qui est mal passée, parce que nous avons suivi le secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que l'Afrique risquerait d'être frappée vraiment de plein fouet avec la pandémie du coronavirus. Donc, ils ont dit peut-être cette façon de communiquer n'était pas bonne du tout. Le vaccin est là pour prévenir et non pour provoquer des maladies. Bon, peut-être que le vaccin est là pour prévenir, madame. Je suis d'accord avec vous. Le vaccin est là pour prévenir et non pas pour provoquer. Mais ça, c'est un vaccin test. Donc, on doit venir tester. Est-ce que ça ne provoquera pas une maladie? C'est ça le problème. Ils ont mal communiqué. C'est ça le problème. Vous allez venir avec ce vaccin en RDC. Pourquoi? Parce que vous voulez le tester. Vous n'avez pas affirmé qu'il prévient la maladie. Il prévient les luttes contre... en fait, il arme les anticorps pour que cette maladie ne puisse pas avoir un impact sur la vie de celui qui doit comporter cette maladie. Nous sommes d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'un vaccin test, vous venez le mettre en RDC? Est-ce que ça préviendra ou ça causera des maladies, madame? C'est ça le problème. Par rapport à d'autres chercheurs en République démocratique du Congo, Élisée Bumba, on dit que le professeur Muyembe veut tirer toute la couverture de son côté. Il y a des éminents professeurs, des éminents chercheurs qui sortent de partout et qu'on découvre, mais qui ne sont pas approchés par l'équipe du professeur Muyembe. On a celui de Lubumbashi qui a découvert le protocole avant même le professeur Aout de Marseille en France. Il y a un autre qui est passé à la télévision chez Télé 50, je me permets de le citer, c'est Jean-Marie Kassamba, qui a dit qu'il a le
protocole pour guérir la maladie et tout ça, mais ces gens-là se disent pas du tout approchés par l'équipe du professeur Muyembe. Est-ce que c'est pas une façon aussi de négliger nos sommités, nos intelligences en République démocratique? Quand on voit en France que toutes les intelligences sont mises à contribution pour lutter contre le Covid-19. Oui, il y a deux aspects dans cette vision des choses. La première des choses, c'est la guerre scientifique, madame. Vous savez, les écoles, il y a une guerre dans le milieu scientifique, donc les écoles se divergent, chacun pense que, bon, écoutez, madame, ça c'est une guerre, ce sont des bonnes guerres, ok? Mais de l'autre côté, je pense que le professeur Muyembe doit prendre ça comme un appel à la conscience, qu'il essaye aussi de contacter ses frères, ses collègues de sciences, pour voir dans quelle mesure, essayer de tester aussi ce qu'ils ont découvert. Je crois qu'il y a certaines approches qui seront, mais je ne pense pas qu'il ait de mauvaise foi. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il Vraiment, accordez-moi une minute. C'est une question par rapport à la chloroquine. Hein. Oui. Aujourd'hui, ce médicament a vraiment le vent en poupe. D'ailleurs, nous avons ouï dire que la chloroquine qu'avait offert Madame l'ex-première dame a été subtilisé pour soigner les VIP, les malades VIP. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on a essayé de sonder cette chloroquine aujourd'hui qui pose problème. Et aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le protocole pour la RDC? Comment on soigne les malades du Covid-19 ici en RDC? Le protocole, pourquoi ce protocole n'est pas rendu public en fait? Bon, jusque-là, je n'ai pas d'éléments fiables. Nous sommes toujours en train de rechercher, mais ce qui est vrai, c'est que je crois qu'il y a un problème d'organisation interne. Le problème, c'est un problème d'organisation interne. Dans les jours à venir, j'aurai appris aussi par certains collègues qui sont dans la machine, qui disaient que ils sont en train de voir dans quelle mesure rendre public, mais puisque ils ont peur de la répercussion de la psychose des Congolais, ils préfèrent continuer dans la prévision. Or, c'est une grosse erreur. Il fallait rendre le protocole public pour permettre à chacun de s'enquérir de la situation et de voir comment est-ce qu'on peut prévenir cette maladie. Donc, en réalité, rendre le protocole public n'est pas un problème. Mais certains pensent que c'est réellement un problème. Donc, il doit rester vraiment rien que pour le corps médical qui doivent respecter comme le temps qui nous a été imparti est terminé, la stigmatisation, les gens qui sont guéris, pourquoi on n'en parle pas? Les gens qui sont malades, pourquoi on ne cite pas le nom? Or qu'ailleurs, on sait que le prince Charles a été atteint, Tom Hanks a été atteint, le premier ministre canadien a été atteint. Pourquoi chez nous on ne parle pas? Merci Maurice, je termine. Je félicite Vidier Timanga qui a eu le courage de dire qu'il était atteint et que, bon, écoutez, il était en quarantaine, on l'a traité et voilà. Moi, je ne sais pas quelles sont les mesures prises au niveau du gouvernement, mais je pense que c'est quand même, entre guillemets, passage de garder les noms de ceux qui sont atteints. Donc merci Élisée Bumba d'être passé à la barre. Merci à vous. L'émission d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le Covid-19. C'est notre façon à nous de sensibiliser par rapport à cette maladie. La vie doit continuer, mais aujourd'hui, nous nous centrons sur le Covid-19. Merci à toute l'équipe technique, à Jiti Bambe et à Maurice Gigandou à la régie finale. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir et nous allons vaincre le Covid-19 en République démocratique du Congo. À dimanche prochain, Inch'Allah.